Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Minibus. Et les vraies voix du mondial jusqu'à 19h30. Alors je vous présente le plateau, bien sûr Philippe Bilger, Françoise Degois, Elisabeth Lévy qui s'est fait initier sur les paris sportifs dans la première partie des vraies voix est restée à mon avis... Maintenant elle cherche que les grosses cotes. Elle commente l'Euro 2024, elle sera la nouvelle Thierry Roland du football français. Et on va faire une paire féminine pour une fois, ça nous changera des paires masculines. Frédéric Jouve est avec nous, Antoine Mazer est avec nous et on va faire le point Antoine sur les matchs du jour avant de recevoir nos invités. Je vous rappelle notre premier débat jusqu'à 19h. La VAR, l'introduction de la VAR a-t-elle été une bonne chose dans le football? Eh bien vous êtes, malgré l'avatar d'hier, bon c'est pas le seul, une bonne petite majorité. Non, maintenant ça a bougé. Vous êtes 5... Ah non, c'est l'Argentine, pardon. Vous êtes 65% à dire oui. La VAR, qui n'est pas une pièce de Molière, est une bonne chose. Oui. Et bien du coup on va revenir sur avec le troisième de la dernière Coupe du Monde qui est éliminé. Exactement, la Belgique qui sort de cette Coupe du Monde, éliminée de cette phase de groupe après son match nul face à la Croatie 0-0. Donc on avait suivi un petit peu dans la semaine des tensions au sein des joueurs, puis une équipe un petit peu soi-disant vieillissante avec un cycle qu'il va falloir renouveler pour les Belges. On rappelle Thierry Henry fait partie aussi du staff avec Martinez et le Maroc, la surprise un petit peu, qui va finir premier de ce groupe, qui a battu le Canada qui avait 0 points, le Canada qui jouait un petit peu pour du beurre mais qui quand même a donné du fil à retordre à ses Marocains mais qui s'impose quand même 2-1. Donc le Maroc va finir premier derrière la Croatie, troisième la Belgique et quatrième le Canada. Donc pour ce groupe on va attendre, mais le Maroc va jouer le deuxième du groupe 2. J'ai une question parce que c'est un cataclysme quand même les Diables Rouges. Je rappelle que à la dernière Coupe du Monde ils sont très puissants. C'est une équipe ils sont troisième. Et est-ce qu'on peut expliquer aussi ça par les dissensions au sein de l'équipe en réalité? C'est sûr que ça va jouer bien, ça. Oui. Pourquoi ils ont failli se battre, je crois. Exactement, c'est Romelu Lukaku qui, soi-disant, d'après la presse belge, aurait séparé. À travers aussi la presse, se serait envoyé des pics parce que, soi-disant, des anciens joueurs, on te rappelle la défense qui a plus des trentenaires, soi-disant, ne serait plus au niveau physiquement pour une Coupe du Monde. Donc, en début de semaine, Thibaut Courtois, le gardien, et Eden Hazard ont été en conférence de presse alors qu'ils n'étaient pas prévus pour justement répondre à une réunion qui avait éclaté au sein de l'équipe pour remettre les pendules à l'heure avec des mots qui n'étaient pas forcément passés dans le sein de tout le monde. Ouais, donc oui, ça a joué. De Bruyne a dit que le niveau de l'équipe n'était pas bon. Voilà, c'est ça, c'est des typiques en fait. Moi, je voudrais vous poser une question à tous, parce qu'on a beaucoup parlé de cette Coupe du Monde avant, il y a eu beaucoup de critiques sur l'organisation, les stades climatisés. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Est-ce que maintenant, là, après 10 jours de compétition, 15 jours de compétition, est-ce que pour vous c'est une belle Coupe du Monde? Et est-ce que finalement, c'est une belle Coupe du Monde, tout ce qu'on craignait. Alors, en termes de football pur, oui. Oui, c'est une belle Coupe du Monde, oui. Bon match. Bon. Et d'arbitrage. Comme on le dit toujours, des amateurs de foot se passionnent pour le foot et la Coupe du Monde. Maintenant, pour être plus précis sur la réponse, le monde arabe, déjà, peut être satisfait de cette Coupe du Monde. Oui, le Qatar, déjà, se refait une image aux yeux du monde entier. L'Arabie Saoudite, qui va gagner contre l'Argentine. La Tunisie, qui tape les champions du monde, la France. Et le Maroc, qui est premier de son groupe. Donc, au niveau du monde arabe, je pense que c'est une très bonne Coupe du Monde. Oui. La nôtre, on le saura dimanche. D'accord, non mais comme amateur que vous êtes, vous trouvez que c'est une bonne compétition? Non, mais on peut mettre des bémols parce que on peut mettre quand même le bémol. Les stades souvent ne sont pas pleins, ce qui n'était pas le cas en Russie. La plupart des commentateurs disent là, bon voilà. Même ça m'a étonné pour le match de l'équipe de France. Moi, je suis pas certaine que ça soit. La vitrine est belle en tout cas. Alors on va commencer. C'est mieux. On va commencer notre premier débat, les amis. C'est sur la VAR. On va déjà accueillir nos deux invités. Alors un auditeur. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio, et notre technicien, on peut le dire, Jean-Marie Véniel, ancien arbitre international, donc arbitre FIFA, qui a arbitré à l'époque le Milan AC de Baresi, Gullit, Van Basten, le Real Madrid de Butragueño, Mitchell. Bonsoir Jean-Marie Véniel. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors on va parler de la VAR, c'est notre débat. L'introduction de la VAR a-t-elle été une bonne chose dans le football, puisque la Fédération française a porté réclamation contre le score final du match France-Tunisie d'hier, puisque Antoine Griezmann avait égalisé au bout de 90 minutes plus 8, mais l'arbitre a réclamé l'assistance vidéo après la reprise du jeu, donc théoriquement
le but était validé définitivement, comme on avait repris le jeu. Absolument. Alors, on va vous poser la question à vous, Jean-Marie Véniel. Vous étiez arbitre, vous avez arbitré les plus grands clubs du monde, les plus grands joueurs du monde à l'époque. Vous aviez été avec nous il y a 4 ans, Platini, Baresi, Butragueño, bref, tous les plus grands, Maradona. Est-ce que, quand vous étiez arbitre, vous n'êtes pas dit, ce jour-là, j'aurais bien aimé avoir la VAR pour m'aider? Un point juste de recontextualisation, Oui. pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Griezmann marque, le but est validé, le coup d'envoi est lancé, l'arbitre siffle 3 fois et donc arrête le match, qu'il se termine, donc le match est officiellement terminé, les caméras rentrent sur le terrain, le speaker annonce la fin du match, TF1 coupe, puisqu'ils vont rentrer en écran publicitaire, ils se serrent les mains, et là, le cinéma, la folie de ce sport. Mais c'est déjà arrivé. Mais ça démontre la puissance aussi de la FIFA, de la toute-puissance FIFA, parce qu'en fait, ils décident de faire des matchs à rallonge sans en informer absolument personne. Donc les diffuseurs TF1 payent près de 80 millions d'euros pour diffuser 78 matchs. Ils sont même pas prévenus qu'ils vont avoir des matchs qui ont été rallongés pour plus de 20 minutes pour certains. Donc ça a des incidences publicitaires bien évidemment. Et donc ils ne préviennent personne. Et puis ils sont en train, et on attend justement la position de Jean-Marie Véniel qui est le référent là-dessus, mais ils sont en train d'enfreindre une règle de la FIFA. Jean-Marie Véniel. Oui, à propos de la VAR, Philippe, tu me demandes si moi, quand j'arbitrais, je m'étais dit j'aimerais bien avoir la VAR. C'est tout le contraire. Ah oui. Quand j'arbitre, c'est tout le contraire. Quand j'arbitrais, je pense que l'arbitre est vraiment responsable de son arbitrage, responsable du jeu, et puisqu'il est responsable, il est attentif à 100 à 110% de ce qui se passe sur le terrain. Je me demande si actuellement les arbitres ne se disent pas, bon, hors-jeu, pas hors-jeu, de toute façon, il y a quelqu'un dans les tribunes, derrière un téléviseur, qui va me dire exactement ce qu'il fallait penser. Je pense que l'arbitre doit être maître du terrain, et ça m'aurait gêné, au point de vue responsabilité, au point de vue autorité vis-à-vis des joueurs, ça m'aurait gêné que de temps en temps, pas régulièrement, mais de temps en temps, on vienne me dire « reprends ta décision, tu t'es trompé, ce n'est pas ça, fais ci, fais ça ». J'imagine fort bien les joueurs se disent « bon, finalement, lui, il siffle, mais la véritable décision vient d'où ? On ne sait pas trop, du ciel, et tout. L'arbitre qui maintient la VAR, qui tient la VAR, on ne l'a pas vu, on ne le connaît pas, où est-il ? Je ne pense pas que ce soit vraiment positif à 100% d'avoir la VAR. Un petit commentaire. Lorsque j'arbitrais, il y avait un arbitre central de juge de touche. Ensuite, il y a eu un 4e arbitre, un 5e arbitre. Maintenant, je ne sais pas combien il y en a. Je me demande si bientôt il n'y aura pas plus d'arbitres que de joueurs pour un match de football. On peut se poser cette question. Voilà une première réponse concernant mon attitude vis-à-vis de la VAR. Alors les vraies voix veulent t'interroger, Jean-Marie. C'est déjà presque le cas. Il y a plus de commentateurs sportifs que de joueurs sur le terrain. Mais pour rester sérieux, là vous raisonnez en tant qu'arbitre. Mais est-ce que vous pouvez imaginer il y a des années, par exemple, l'exaspération du spectateur que j'étais quand il y avait un arbitrage médiocre et qu'on ne pouvait rien réparer? Est-ce que vous ne voyez pas là tout de même un progrès décisif de la VAR? Oui, Jean-Marie, je vais rappeler une époque de l'époque où tu été arbitre. Avec la VAR, au Coupe du Monde 82, il n'y avait pas de Schumacher-Battiston. Et Coupe du Monde 86, il n'y avait pas la main de Dieu. Et donc l'histoire du football était peut-être changée. C'est sûr, mais est-ce que Messi n'a pas raté un penalty dernièrement? Si. Alors, alors, je pense que le meilleur joueur du monde peut rater un main de Dieu, c'est quand même quelque chose. Oui. Et venir me dire, lorsqu'il n'y avait que 3 arbitres, on voyait un arbitre médiocre, certainement pas. Est-ce que, pardonnez-moi, moi je pense que vous exercez un métier absolument terrible et qu'on fait un excellent film qui s'appelle À mort l'arbitre d'ailleurs, qui montre jusqu'où avec Patrick Devers jusqu'à quelle folie on peut aller contre les arbitres. Vous n'avez pas le sentiment quand même que ça a participé d'une plus grande justice sportive, même s'il y a des couacs? Et j'ai une deuxième question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Stéphanie Frappart, c'est la première fois qu'une femme va arbitrer une rencontre à ce niveau-là? Elle arbitre ce soir
soir, Allemagne-Costa Rica, c'est quand même... et elle est française. Alors là, on peut faire un peu cocorico. Excellente arbitre. Vous lui souhaitez quoi? Bonne chance. Comment avoir de l'autorité? Elle a déjà arbitré le Real, déjà. Mais quand même, là, c'est la Coupe du Monde. Alors, la première question, il est sûr que la VAR a amené un plus, puisqu'il y a certaines erreurs d'arbitrage qui ont été rectifiées. Mais moi, je repose la question à nouveau. Quelle est la position de l'arbitre vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis du jeu, s'il sait qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, il y a une autorité au-dessus de lui. Lorsque j'arbitrais, l'autorité, c'était l'arbitre. Et sur Stéphanie Frappard? Mais attendez, je ne peux pas répondre à deux questions en même temps. Voilà, alors, non, mais ça me fait plaisir. Monsieur, c'est pour ça. Bon, je pense que ce serait de bon ton de ma part de dire c'est excellent, une femme qui arbitre et tout. Je ne la connais pas, je l'ai jamais vue arbitrer, donc je n'ai pas de sentiment. Qu'une femme puisse arbitrer, c'est bien. Qu'une femme puisse arbitrer des hommes, c'est bien. Que des hommes puissent arbitrer des femmes, c'est bien. Si elle est là grâce à sa compétence, j'en suis persuadé, tant mieux. Je souhaite qu'elle fasse un excellent match, mais il ne faudrait pas non plus que ce soit un symbole. Non, elle est là grâce à sa compétence. Oui, elle est reconnue comme une très grande arbitre. On a Laurent au téléphone. Bonsoir Laurent, qui est à 0826 300 300. Vous êtes supporter de foot depuis combien d'années? Ça va faire, on va dire 30 ans. Donc vous avez connu l'avant-VAR et l'après-VAR, et le pendant-VAR, pardon. Est-ce que vous trouvez que la VAR, c'est une bonne chose, comme 65% des auditeurs de Sud Radio? Moi, j'étais pro-VAR au début. Et finalement, je m'aperçois qu'on a les mêmes débats avec la VAR. En fait. C'est vrai. On n'est pas d'accord. Il a raison. Le problème, c'est que si on suit le règlement, c'est erreur manifeste. Alors, ce qui va être une erreur manifeste pour moi, ça serait peut-être pas pour vous. La même chose, donc on ne sera pas d'accord. Généralement, quand il y a une erreur manifeste, donc c'est ceux qui sont dans le camion en fait, qui regardent, qui doivent dire à l'arbitre, on pense que tu as fait une erreur, mais ça se trouve, l'arbitre, eux, ils pensent que l'arbitre a pas fait d'erreur, donc ils l'appellent pas. Mais si l'arbitre pense qu'il a peut-être fait une erreur, ça déshumanise complètement l'arbitrage. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par Jean-Marie Véniel. Jean-Marie Véniel, tout à fait. Et en fait, l'histoire du foot est faite d'injustice, en fait. C'est ce qu'on retient, par exemple, la main de Mata, la main de Maradona, tout ça. Ça fait partie, malheureusement, de l'histoire du football. Et on règle pas tout, en fait. La VAR ne règle pas tout. Ça règle une partie c'est vrai qu'il y a des problèmes qui ont été réglés. Mais après, moi, ce qui me saoule aussi, les auditeurs, mais c'est les hors-jeux. Des fois, le mec, il est hors-jeu d'un doigt, on va lui siffler hors-jeu, vous voyez. Donc, moi, par exemple, le but de Griezmann, pour revenir au but de Griezmann, pour moi, le but de Griezmann, il est valable parce que c'est une nouvelle action de jeu. Oui, et c'est une remise volontaire d'un défenseur. Eux, ils estiment hier qu'il a profité de sa position, si j'ai pas de bêtises, de hors-jeu au départ de l'action pour après marquer. Moi, par exemple, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est une nouvelle action qui redémarre, et donc pour moi, le but est valable. Après, on a quand même de la chance qu'hier, ce soit un match qui compte pour du beurre, parce qu'imaginez, c'est en finale de Coupe du Monde. On fait une réclamation, parce que pour moi, la réclamation, elle va passer, elle doit passer, parce que c'est une erreur de règlement. Ça s'appelle une faute technique. Voilà, c'est une faute technique. Donc pour moi, ça doit aboutir. Donc on a de la chance que ça tombe sur un match qui sert à rien. Mais si ça arrive en finale de Coupe du Monde, on fait quoi le lendemain? On rejoue le match? On fait quoi? Vous voyez, c'est... Alors, Laurent, on va faire réagir nos invités. Elisabeth Lévy doit nous quitter parce que là, elle aime tellement le foot qu'elle va acheter une paire de crampons, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, je dois dire que je découvre avec grand plaisir qu'on peut avoir des débats absolument talmudiques à propos du foot, du coupage de cheveux en quatre, et c'est dans une il y en a même certains qui pensent, ma chère Françoise, que c'était mieux avant. Eh bien, écoutez, on va continuer ce débat passionnant sur la VAR. Eh bien, vous êtes 65% toujours à vouloir la VAR dans le football. On est vachement Réagissez au 0826 300 300. Laurent et Jean-Marie Véniel, restez avec nous. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. On se retrouve pour les vraies voix du mondial. L'introduction de la VAR dans le foot a-t-elle été une bonne chose? Vous êtes désormais 58% à dire oui avec nous. Jean-Marie Véniel, ancien arbitre FIFA. Les vraies voix veulent toutes réagir. On a même un sondage au Doxa avec Antoine Mazère. Jean-Marie Véniel, vous avez entendu Laurent qui dit que ce qui fait aussi l'histoire du football, c'est les grandes injustices. Vous êtes d'accord avec ça brièvement? On parle du football, effectivement, en fonction des grandes injustices. Je donne souvent cet exemple, moi, dans un journal, match 0-0, il ne s'est rien passé. Combien de lecteurs vont lire l'article?
Le même journal, 1-0, un pénalty injustifié. Combien de lecteurs vont lire le pénalty, ils vont lire l'article? Il y en a beaucoup plus. Donc je pense qu'effectivement, l'arbitrage, le football est une activité humaine. L'erreur est humaine aussi, fait partie. Donc on peut accepter ça. Je voudrais reprendre un autre argument concernant la VAR, pour montrer que la VAR, c'est pas le 100% de réussite. Un joueur marque un but. Hors-jeu. L'arbitre valide le but, l'arbitre de VAR dit attention, il y a hors-jeu. Effectivement, il y a hors-jeu, le but est refusé. Un joueur, l'arbitre siffle un joueur qui n'est pas hors-jeu. Le gars de la VAR dit non, pourquoi tu as sifflé, n'était pas hors-jeu. Que se passe-t-il? Le jeu a été arrêté, l'arbitre a sifflé, il faut donner coup franc quand même. Ce qui veut dire que dans un cas, on annule le but à cause de la VAR, et dans l'autre cas, on peut pas, la VAR n'apporte rien, sinon que d'indiquer qu'il y a eu une erreur de fait. D'empêcher l'action. Mais comme le coup franc a été sifflé, le coup franc a été sifflé, et ben on redonne pas la balle à l'attaquant, on donne la balle au défenseur, même si l'erreur a été reconnue. Donc vous voyez que la VAR, ça amène certainement, mais penser que la VAR va régler les problèmes de l'arbitrage, certainement pas. C'est pourquoi je pense qu'on peut multiplier les arbitres, il y aura toujours des erreurs et le football se nourrit de ces erreurs. Frédéric Joux. Bien sûr. Non, mais alors moi je partage totalement le point de vue de Jean-Marie. Moi je n'ai jamais été pro-VAR et en même temps, on est quand même obligé quand on évolue dans ce monde si moderne, scientifique et ainsi de suite, on se dit comment on va faire pour passer au travers. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne solution. Moi je pense que pourquoi est-ce que le football est le sport le plus populaire au monde? Pourquoi? Parce que c'est le sport qui reflète le plus ce qu'est la vie, avec en fait ces injustices et je trouve que être en capacité pour un arbitre de juger d'autres hommes, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le football et c'est ce qui fait toute sa force et sa beauté. On voit bien que la VAR ne résout rien puisque d'abord sur ce match dont on est en train de parler, on connaît toujours pas le résultat définitif. Voilà. Et d'ailleurs, c'est même plus le fond du problème s'il était hors jeu ou pas. Le problème, c'est qu'il y a un règlement et que c'est le règlement qui est pas respecté parce que l'interprétation qu'on peut avoir de l'hors jeu ou pas de Griezmann, pour moi, il n'est pas hors jeu. Voilà. Donc la VAR n'apporte rien. Non, mais c'est une faute technique. Mais on va revenir dessus après. Donc ça veut dire faute technique, donc ça veut dire que de toute façon le score ne sera pas rétabli. On sait pas. Mais non, l'arbitre a pris sa décision, il a annulé le but. On va poser la question à Jean-Marie Véniel avant de faire le point. Jean-Marie Véniel, je me souviens d'un match à l'époque où vous étiez arbitre. C'était un Bordeaux-Toulouse Football Club où un de vos confrères qui avait fait tirer un coup franc dans les 5,50 m alors qu'on doit tirer un coup franc indirect de la limite des 5,50 m. Le Toulouse Football Club avait fait une réclamation et le match avait été donné à rejouer. On ne peut pas imaginer un match de poule de Coupe du Monde mis à rejouer. Non, parce que la décision, c'est la décision de l'arbitre. Et on va pas revenir. J'ai une question, vraiment, je demande à lui. À Jean-Marie. La décision, Jean-Marie, pardonnez-moi. La décision, si on revient sur quelque chose, c'est une sanction pour l'arbitre ou pour peut-être le staff de la VAR. Mais la décision de l'arbitre, elle est sanctuarisée. Il a refusé ce but, il a refusé ce but. On ne peut pas imaginer qu'on reviendra sur ce score. En réalité, on plaide sur une erreur technique de l'arbitre, mais pas sur le fait que on ne remet pas en question la décision de l'arbitre, ou pas? Jean-Marie, qu'est-ce que vous voulez répondre à nos interrogations, à Françoise Devois, à moi, à Frédéric Jouve, à moi, etc. Alors, puisqu'on parle de règlement, il faut vraiment connaître le règlement. Une faute technique est posée, 1, par le capitaine, et 2, à l'issue de la faute technique. Ce n'est pas à une fédération, 48 heures après, à poser une faute technique. Il aurait fallu que le capitaine de l'équipe de France, à ce moment-là, aille voir l'arbitre en disant « Je pose réclamation pour faute technique ». Et la faute technique est ensuite confirmée dans le vestiaire. Dans la mesure où, à partir du moment où le jeu a été repris, on ne peut plus poser de faute technique. Donc, le règlement est celui-ci. Alors, la Fédération française de football, qui 48 heures après veut poser réclamation pour faute technique, là aussi, elle est à côté du règlement. Non, mais il semblerait que la Fédération française voilà, dans les 24 heures. Non, mais lui, t'entends ce qu'il dit, c'est quand même intéressant, il faut poser la faute technique. Moi ma question, la subtilité, c'est ça, c'est la décision de l'arbitre, elle est sanctuarisée, de toute façon. S'il y a un retour, c'est reconnaître qu'il y a une faute technique, mais on ne peut pas changer ce score. On ne peut pas changer le score de la feuille de match, c'est ça, Jean-Marie Véniel. C'est ça la question.
Voilà, non, on ne peut pas changer le score. Alors, non, mais la décision de la commission, c'est effectivement, on reconnaît une faute technique, auquel cas, il y a match à rejouer. Mais je rappelle qu'une faute technique doit être posée par le capitaine à l'issue du coup de sifflet de la faute technique. À partir du moment où le jeu a repris, le capitaine ne peut plus poser de faute technique. C'est pourquoi il est indispensable que les joueurs, et notamment les capitaines, connaissent le règlement. Ah, c'est bien. Exactement. Il y a eu un sondage au Doxa, Antoine Mazère, sur la VAR. Exactement, ils ont interrogé, c'était en 2019, on resitue, parce que peut-être que sûrement ça va changer, notamment avec cette Coupe du Monde, avec les nouvelles règles imposées par la FIFA, mais c'était déjà intéressant, on le rappelle que la VAR a quand même été introduite en 2018, elle a été dans une première grosse compétition, c'était la Coupe du Monde en 2018, avec un nombre de pénaltys de 2014 qui était de 13 sur l'ensemble de la compétition, qui est passé à 29 quand même pénaltys en 4 ans, donc grâce avec l'utilisation de la VAR. Et justement, ce sondage Odoxa, donc réalisé en 2019, il a interrogé les Françaises et les Français, puis aussi les passionnés de foot, parce que des fois ça change un petit peu sur la connaissance qu'on peut avoir sur ça. 84% des Françaises et des Français étaient favorables à l'assistance vidéo pour l'arbitrage. On était à 88% pour les fans de foot. Donc là, ça c'était déjà pour si on était favorable. Mais ils sont très favorables à cette utilisation, les Français et les amateurs de football. Ils estiment que l'application concrète de la VAR se déroule globalement bien. Donc 62% disent que la VAR, ça se déroule très bien. Mais chez les fans de foot, 42% disent que on est favorable, mais pour l'instant, la fonction comment c'est fait, ils disent que ça marche pas. 42%. C'est pas ce que je dis, probablement que l'arbitre, en fait, c'est la régie qui est en retard. Ou parce qu'en fait on comprend pas pourquoi. Moi j'ai peut-être une petite idée, c'est parce qu'en fait on comprend pas parce qu'il n'y a pas de micro sur les arbitres. Donc on comprend pas toujours. Mais il y a 4 personnes dans le cas régie de la VAR. Donc ça veut dire que d'après toi, Frédéric, ils sont en retard. C'est les 4 personnes. Non, c'est ça, c'est qu'il y a les 4 qui sont autour de l'écran en train de dire il y a hors-jeu, il y a pas hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a pas hors-jeu. Et nous on comprend pas. Et en fait les fans de foot, c'est ça la réalité. C'est intéressant, non mais c'est intéressant de voir l'attitude de la Fédération française qui dit on veut savoir ce qu'il faut décider dans un cas semblable et on ne veut absolument pas porter atteinte à la victoire de la Tunisie. Mais bien sûr, c'est rien à voir. Et j'aimerais poser, Philippe, si on a le temps, à Jean-Marie Véniel. Je trouve que dire que les grandes erreurs font l'histoire du foot, c'est tout de même un petit peu choquant parce qu'il y a des gens qui sont animés par l'idée de justice. Et quand il y a quelque chose de scandaleux dans un match, la VAR permet de restaurer la vérité. Est-ce que Jean-Marie Véniel, pas ça en 20 secondes, le football est-il la plus grande tragédie grecque grâce à ces injustices? Je vais répondre à propos des pénaltys là. Effectivement, il y a beaucoup plus de pénaltys de sifflets actuellement que grâce à la VAR. Mais quand un pénalty, à quel moment il est sifflé? Il est sifflé quand il y a une faute, une main, un croc en jambe intentionnel. Qui peut juger de l'intention, vraiment de l'intention du joueur fautif? Est-ce que c'est l'arbitre qui a 3 joueurs de l'action ou est-ce que c'est les quatre arbitres qui sont derrière un écran? Qui sont derrière un écran qui est complètement atone, bien évidemment, et voilà, donc non, mais c'est vrai que on n'a plus le temps, Françoise Degois, c'est terminé. Hier, par exemple, le pénalty sur Messi, il est trop généreux. Merci beaucoup, Jean-Marie Véniel. Merci de vos éclairages toujours passionnants. On risque de vous rappeler, je pense, vu tout ce qui se passe pendant cette Coupe du Monde. Verdict sur Twitter. Oui, vous êtes encore majoritairement pour la VAR à 59% de maintenant. Merci, Jean-Marie Véniel. Tout de suite, notre deuxième débat. L'Argentine est-elle un des favoris de la Coupe du Monde? Et vous êtes 52% à dire non. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Les vraies voix du mondial avec toujours Frédéric Joux, Philippe Bilger, Antoine Mazère. Et notre second débat, les Argentins l'ont emporté 2-0 face à la Pologne en pratiquant un jeu brillant. Un score qui aurait pu être plus large si Szczesny, le gardien polonais, n'avait arrêté un pénalty Lionel Messi. Ils sont loin, les doutes, suite à la défaite contre l'Arabie Saoudite, puisqu'elle a fini première de sa poule et affrontera l'Australie théoriquement largement à sa portée. L'Argentine est-elle un des favoris de la Coupe du Monde? Et pour le moment, vous n'en êtes pas convaincu, ce qui va faire plaisir à Frédéric Jouve, puisque lui, c'est le Brésil qu'il aime en Amérique latine. Enfin, vous dites non à 51%, c'est quand même assez serré. On fait un point
Alors notre invité Alexandre Juillard, auteur de doc sur le sport et ancien correspondant de l'équipe en Amérique latine, auteur des livres Maradona, publié chez Hugo et compagnie, et L'insubmersible Messi, publié chez Solar. Bonsoir Alexandre. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. On fait un point justement du tableau, Antoine Mazère, et en haut de tableau, Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie. Un Pays-Bas, Argentine, ça pourrait rappeler, tiens, même une finale de Coupe du Monde 1978. Oui, même si on a vu que les Américains, ils ont fait un bon petit premier tour. Ils sont assez vaillants, ils sont assez jeunes, ils sont assez explosifs. Ça va être une belle opposition de style face à des Hollandais qui sont montés en puissance dans cette première phase. Et puis la surprise de l'autre côté de ce huitième de finale, l'Argentine qui elle aussi monte en puissance. Après, on l'a dit, c'est ce petit accident, mais c'est vrai qu'on sent une équipe de Argentine qui ça y est a trouvé un petit peu sa composition, et puis cet alliage un petit peu comme l'équipe de France d'expérience et de jeunesse autour de Léo Messi qui lui aussi a réussi à rassembler autour de lui face à elle une équipe australienne qui s'est qualifiée. C'était un petit peu la surprise juste derrière l'équipe de France en battant le Danemark hier. Donc c'est vrai, la logique dirait qu'on retrouverait Pays-Bas, Argentine en quart de finale, mais attention quand même à ces deux huitièmes de finale qui s'annoncent quand même, bon, pas forcément indécis, mais avec peut-être une petite surprise au bout. Alors, Alexandre Juillard, manifestement, les Argentins ont remis les pendules à l'heure hier. Une défaite, soit, mais en 39 matchs. C'était la défaite contre l'Arabie Saoudite la semaine dernière. C'est quand même pas mal. Est-ce que pour vous, ils sont un des favoris de la Coupe du Monde ? Oui, depuis le début, c'est un des favoris de la Coupe du Monde pour moi, parce qu'en fait, c'est pas forcément une équipe très flamboyante, mais c'est une vraie équipe d'Argentine, quoi. C'est-à-dire que ça joue très compact, c'est physique, ça aime le duel, et puis sur quelques phases de jeu, ça accélère et ça peut, c'est très précis, très technique, et ça peut mettre des buts assez rapidement. Donc, elle a tout en fait pour embêter tout le monde déjà. Et c'est vrai qu'il y a eu ce petit contre-coup du premier match, mais peut-être qu'il y avait un peu trop d'arrogance. Ils ont certainement pris les Saoudiens un peu de haut, mais finalement ça a été une bonne leçon pour eux, parce qu'ils se sont rendus compte que même s'ils étaient arrivés à la Coupe du Monde avec 36 matchs sans défaite, il fallait quand même prendre les choses au sérieux et prendre le match après match pour espérer gagner cette Coupe du Monde. Et la dernière chose, c'est qu'en fait on a un groupe c'est assez hallucinant en fait en Argentine, c'est que tout le monde est derrière Lionel Messi, c'est-à-dire qu'il y a le petit général qui est devant et il y a tous ces petits soldats qui sont derrière et qui sont prêts à mourir sur le terrain pour qu'ils puissent gagner cette Coupe du Monde. On va donner la parole à Laurent, notre auditeur. Vous pensez que l'Argentine fait partie des favoris ? Oui, des favoris comme beaucoup d'équipes, comme 4-5 équipes. J'ai pas une équipe, pour moi, qui se dégage vraiment, où je me dis, ils ont écrasé tout le monde, ils ont été flamboyants. Même le Brésil ? Ouais, même le Brésil, je les ai pas trouvés extraordinaires, honnêtement. Bon, ils ont fait des matchs pas mal, mais ils sont pas là. On se dit pas, là, ils écrasent tout le monde, quoi. Moi, je pensais pas que ça allait être une Coupe du Monde aussi ouverte, honnêtement. Même pour nous, je pensais vraiment qu'on allait être mal barré, puis finalement, on a une cohésion d'équipe qui fait que on arrive à faire de bons matchs. Bon, je mets entre parenthèses celui d'hier parce que c'est pas du tout l'équipe type, c'est vraiment les remplaçants. Donc l'Argentine fait partie des favoris, comme 4-5, comme le Brésil, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme la France. Donc c'est vraiment très 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 ouvert. Va y avoir des beaux quarts de finale. Si les favoris passent, il va vraiment y avoir des belles affiches. Il peut y avoir la France-Angleterre, si je dis pas de bêtises. Oui, en quart. Et donc un Pays-Bas-Argentine. Oui. Donc ça peut être pas mal. Et puis ça va être le beau jeu, parce que c'est des équipes qui jouent quand même. Pays-Bas, Angleterre, etc. Donc Philippe Bilger veut intervenir. J'aimerais demander une question à nos deux invités. Au fond, c'est l'éternelle alternative. Est-ce que, par exemple, vous qui pensez que l'Argentine a des chances sérieuses de gagner, est-ce qu'au fond, elle n'a pas battu la Pologne parce que celle-ci était vraiment très faible? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a eu des qualités intrinsèques dans l'équipe d'Argentine qui l'a fait gagner? J'ai trouvé que la Pologne était très faible tout de même. Alexandre Juillard, c'est vrai que la Pologne hier n'était pas mirobolante. Est-ce qu'elle a été mise à terre par une Argentine beaucoup plus forte, ou est-ce qu'elle a été faible? Non, c'est vrai que la Pologne n'a pas fait un bon match hier. Après, moi je suis assez d'accord pour dire que de toute façon c'est une Coupe du Monde qui est très ouverte, parce que finalement on n'a pas encore eu de gros chocs. On a eu Allemagne-Espagne. Oui. Bon, voilà, il s'est passé. Mais sinon, on va dire qu'il n'y a pas encore eu de gros chocs. Donc comme vous l'avez dit précédemment, c'est à partir des quarts de finale où on va vraiment pouvoir
savoir qui peut aller jusqu'au bout, parce qu'on parle du Brésil. Le Brésil, c'est bien, mais c'est très porté vers l'avant. Donc, est-ce que quand ils auront moins le ballon, est-ce que des Vinicius, des Rodrigo, tous ces petits bonhommes qui sont très bons avec le ballon feront tous les efforts? Là où l'Argentine, pour moi, a une vraie chance, c'est que c'est vraiment une équipe qui est casse-bonbon, quoi. C'est vraiment une équipe de mecs qui sont là pour mouiller le maillot et pour défendre, en fait, quoi. Voilà. Et donc, c'est souvent ces équipes-là, malheureusement pour les amateurs de beaux jeux, qui finissent par tirer leur épingle du jeu. Frédéric Jouve. Moi, j'ai trouvé que l'Argentine était très ressemblante à l'équipe de France hier. J'ai trouvé une équipe compacte, ça défend bien, enfin une équipe de France en forme. Oui, non, l'équipe de France des titulaires, on avait compris. Voilà. Donc oui, ils m'ont assez impressionné. Maintenant, il faut que ça se confirme sur la longueur. Par exemple, si hier on m'avait dit ou aujourd'hui on me dit, au lieu de rencontrer la Pologne, on va rencontrer l'Argentine, même en ayant vu le match de l'Argentine de hier, je pense que la France reste supérieure. Enfin ça, c'est une spéculation totalement personnelle. Et qu'on ne pourrait plus voir qu'en finale maintenant. Ensuite, c'est vrai que ils font un beau match et avec un Léo Messi qui est totalement en dessous hier. Donc on peut imaginer qu'avec un Léo Messi un peu plus inspiré, on va avoir affaire à une grosse équipe. Donc oui, incontestablement, c'est des favoris. Je rejoins tout le monde sur le fait qu'elle est très très ouverte cette Coupe du Monde et que beaucoup d'équipes peuvent la gagner. On n'a pas encore notre petite équipe surprise. On attend parce que le Sénégal, ça peut être le Maroc, le Maroc, l'Australie, les États-Unis, le Sénégal, le Maroc. Il y a forcément une équipe surprise qui va sortir à un moment ou un autre et qui risque de se retrouver en quart de finale. Donc j'attends de voir ça, mais c'est très ouvert. Alexandre Juillard, c'est vrai que cette Coupe du Monde, elle est très ouverte. Laurent, notre auditeur le disait, tout le monde est d'accord là-dessus. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, en fait, il y a personne qui est vraiment au-dessus du lot. Alors, on pourrait dire que la France, elle a un petit quelque chose en plus, c'est un joueur comme Mbappé, en fait, parce que c'est certainement celui. Non, mais c'est vrai, c'est certainement le joueur qui a le plus impressionné depuis le début de cette Coupe du Monde, et finalement, c'est un vrai plus. La différence entre l'Argentine et la France, c'est Mbappé, quoi. Je veux dire, en Argentine, on a un Messi, mais un Messi, il est plus capable de faire des différences comme ça. Donc, au final, ça se jouera certainement sur un talent individuel qui va amener tout le monde avec lui. Et c'est vrai que à part lui, on va dire, qui est vraiment un peu au-dessus, Neymar est blessé, le Brésil, ils ont fait un bon match, un autre pas super, l'Espagne, ça a été un peu pareil. Donc le Portugal, il y a toujours des super individualités, mais on ne sait pas pourquoi cette équipe, c'est vraiment pas flamboyant, on rêve pas devant cette équipe. Et c'est dommage parce qu'elle a vraiment tout pour le faire. Donc voilà, c'est vrai que c'est hyper ouvert et que on sait pas trop qui va finir par l'emporter, parce que il y a un autre facteur qui est assez important dans cette Coupe du Monde, c'est le facteur fraîcheur physique et blessure, parce que finalement on se rend compte qu'à chaque match il y a quand même des petits soucis physiques et donc toutes les équipes n'ont pas forcément un banc aussi fourni les unes que les autres. Ça c'est clair, et on a vu malheureusement hier soir que le banc de la France était pas, on en parlait, le mieux fourni. On doit faire une pause, Philippe Bilger, mais on revient dans quelques instants pour ce débat. Pour vous, l'Argentine est-elle un des favoris de la Coupe du Monde? Vous dites non à 52%. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, la Fan Zone. La fan zone de ces vraies voix du mondial, et Yannick de Toulouse nous a rejoint. Yannick au féminin, bonsoir Yannick. Oui, bonjour, oui, Yannick au féminin, ça existe, c'est un peu rare, mais voilà, c'est pas mal. Mais c'est très bien, et surtout quand on est de Toulouse, c'est encore mieux, je suis pas du tout chauvin en affirmant ça. Et en plus, alors vous êtes fan de foot et vous avez été arbitre, comme notre ami Jean-Marie Véniel qui était avec nous tout à l'heure. J'ai été jeune arbitre il y a très longtemps, il y a plus de 40 ans. J'ai été une des premières filles de Midi-Pyrénées arbitre de football, puisqu'à l'époque des filles au foot, il n'y en avait pas énormément. Et alors une fille qui voulait arbitrer, c'était très étrange. Et du coup, il a fallu faire des dérogations, énormément de paperasse pour que je puisse pouvoir arbitrer en tant qu'arbitre et de jeunes garçons. Voilà. Et ça ne devait pas être simple sur le terrain il y a 40 ans. Pas très simple. Très simple. Voilà, pas très simple. Je suis d'une famille d'arbitres. Mon papa
été aussi entraîneur et arbitre de football. Mon frère était joueur et arbitre. Et mon fils a été aussi très jeune arbitre et jeune arbitre de football. Alors, ça doit vous faire plaisir. On va revenir sur l'Argentine. Stéphanie Frappart, première femme au sifflet d'un match de Coupe du Monde. Et en plus, une Française. Et pour arbitrer la Mannschaft, 4 étoiles sur le maillot, c'est quand même plutôt important. Un match ultra important où l'Allemagne joue sa peau d'ailleurs. Exactement. C'est ça. Et je suis très contente de voir enfin une femme pouvoir arbitrer à ce niveau-là. Et ce n'est c'est que juste, quoi, parce que enfin les femmes au foot, on est là et on a aussi ce talent-là de pouvoir arbitrer, quoi. Yannick, j'ai vraiment l'impression que, à l'égard des arbitres femmes, les hommes, les footballeurs, même les plus râleurs, et en France on en connaît pas mal, eh bien, sont un peu plus réservés, moins opposants. Est-ce que vous le pensez aussi? Je pense aussi, ils osent moins, peut-être parce qu'ils ont peur d'être assassinés sur les réseaux, de macho, un peu de galanterie. Voilà. Mais c'est sûr que l'arbitrage est très maltraité en France. Mais c'est surtout que du coup, ça se ressent sur les terrains d'amateurs, puisque quand vous êtes, par exemple, mon fils a commencé à 13 ans à être arbitre, ça peut être dangereux. Voilà. Et les gens ne se rendent pas compte quand on critique des arbitres de haut niveau, tout l'impact que ça peut avoir sur l'arbitrage amateur. Voilà. Alors, on va revenir sur le débat sur l'Argentine. Est-elle un des favoris de la Coupe du Monde? Vous êtes une fan de l'Argentine, vous, de Lionel Messi? Moi, j'aime beaucoup le foot d'Amérique latine, donc je pense qu'ils sont dans les favoris, mais je suis quand même très chauvine et je suis quand même beaucoup pour la France, même si nous aussi. Même si je suis un peu, je trouve qu'on est un peu déconnecté de cette Coupe du Monde. C'est la première fois où je suis pas. Alors déjà, je n'ai plus de télé depuis quelques années, donc je regarde sur Internet ou j'écoute beaucoup à la radio en fait. Mais je trouve qu'il n'y a pas cette ambiance-là, Coupe du Monde. Je trouve qu'elle n'y est pas comme elle a pu être quand c'était peut-être des périodes un peu plus chaudes, avec des écrans géants, des fan zones. On n'a pas ça. Et du coup, je trouve qu'on est un peu en retrait de cette Coupe du Monde. On la vit un peu par procuration. On va voir ça avec Alexandre Juillard, auteur de Doc sur le sport, ancien correspondant de l'équipe en Amérique latine, auteur des livres Maradona et l'insubmersible Messi. Vous qui connaissez très bien l'Amérique latine, elle passionne les foules en Amérique du Sud, où là-bas, ici on est bientôt en hiver, là-bas ils sont bientôt en été, donc il doit plus y avoir de fan zone avec des grands écrans. Et puis en général à Rio ou Sao Paulo, notre ami Frédéric Jouet me dira pas le contraire, comme il a vécu longtemps au Brésil, on n'est pas en pull au mois de décembre. Bah non, là, je vous le dis, c'est des barbecues avant les matchs, c'est la fête. Enfin, le Brésil, en tout cas, peu importe le pays où se joue le Brésil. Le Brésil, quand le Brésil joue, tout le monde est en jaune. C'est une messe et ils sont très très loin des préoccupations de si ça se joue au Qatar ou en Afrique du Sud. Alexandre Juillard, c'est la fête en Amérique latine? Ouais, c'est la fête. Je sais pas si c'est tellement la fête, parce que je sais pas si vous avez vu un petit peu déjà les Argentins vivre un match de foot. C'est quand même très intense. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension. Je sais pas si vous avez vu l'image qui est passée sur les réseaux, mais de Pablo Aimar. Souvenez-vous, le petit lutin de Valence. Le petit lutin et qui aujourd'hui fait partie du staff de Scaloni. Au moment où Messi met son but pas contre la Pologne, mais le match précédent, l'Arabie. Le Mexique. Ouais, le Mexique. Il est pris d'un espèce de malaise. On sent il en peut plus, quoi, en fait. Et en Argentine, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout est vécu avec énormément d'émotions, énormément de tensions. Donc, quand il y a but, ça explose. Quand il y a défaite, c'est franchement le désespoir. Donc là, on sait que dès que l'Argentine joue, c'est comme au Brésil. Tout s'arrête. Tout le monde regarde le match ou écoute le match et tout le monde vit ça vraiment à fond. Mais il n'y a pas vraiment d'écran géant non plus par là-bas. Antoine? Justement, même les médecins argentins font des communiqués et ils prennent vraiment ça très au sérieux. Ils ont peur qu'il y ait des infarctus, des crises cardiaques pendant les matchs et ils l'ont dit, on l'a vu sur des années précédentes. Lorsque l'Argentine joue, ils ont vraiment une crainte. Ils ont vu des hommes arriver aux urgences faire des infarctus, faire des crises cardiaques et ils prennent vraiment au sérieux. Ils disent que vraiment lorsque ça joue, c'est vraiment une fête nationale et le temps s'arrête en fait l'espace de 90 minutes. Laurent, on me dit dans le casque que vous avez vu un match au Monumental de River Plate. Oui, j'ai eu la chance. C'est comment l'ambiance là-bas quand on va au Monumental? C'est exceptionnel. Déjà, avant le stade, il y a tout l'arrivée au stade où il y a des supporters qui arrivent en car et tout. C'est vraiment une ambiance hyper festive avec les tambours et tout.
Et ça arrête pas de chanter. En fait, ça chante partout. Même l'équivalent de tribune présidentielle, les gens ils sont debout, ils chantent. Enfin, c'est de la folie, quoi. L'ambiance, c'est incroyable, c'est vraiment festif. Moi, j'ai adoré, quoi. Malheureusement, j'ai failli aussi aller à Boca. À la Bombonera. Ouais, ça s'est joué de peu, mais je suis passé devant le stade de la Boca Juniors. Et là, par contre, quand vous allez autour du stade de la Bombonera, Maradona, c'est un dieu. Maradona, il est partout, même 20 ans, 30 ans après, la folie. Maradona, il est au-dessus de Messi. Hein. Moi, je peux vous le dire, je suis allé en Argentine. Il est vraiment largement au-dessus de Messi. En gros, vous avez 3 personnes qui sont importantes en Argentine. Vous avez Eva Perón, vous avez le pape et vous avez Maradona. Et Carlos Gardel aussi, pour les amateurs de tango. Les 3 qui sont vraiment... Un Toulousain. Oui, un Toulousain, oui. Maradona, c'est vraiment un dieu. Hein. J'y suis allé avant, c'était en 2014, donc il était encore en vie. C'est de la folie, quoi. Messi à côté, c'est rien du tout. Hein. C'est incroyable, mais... Alexandre Julliard, vous qui avez écrit un livre sur Messi, sur Maradona. Maradona, c'est encore plus le dieu que Messi aujourd'hui encore en Argentine. Les choses changent, les choses évoluent, parce que ce qui a été longtemps reproché à Messi, c'est d'avoir tout gagné en club et absolument rien avec l'équipe nationale. Donc, il a gagné la Copa América, là. Voilà, depuis qu'il a gagné la Copa América au Brésil, contre le Brésil, et finalement, ça va beaucoup mieux. Donc non, Messi, c'est plus aussi radical que ça. Et tout le monde, justement, maintenant, tout le monde est vraiment derrière lui, quoi. C'est-à-dire qu'avant, c'était toujours qu'est-ce qu'il va encore nous faire, il va encore louper sa Coupe du Monde. Et là, ça fait quand même depuis la dernière Coupe du Monde où tout le monde est un peu derrière lui en se disant, allez, on est tout un pays derrière toi. Et pour juste revenir à ce que disait l'auditeur, c'est que il y a quelque chose qui est assez marrant en Argentine quand vous demandez aux Argentins le football, la passion, son club, ils vous répondent toujours, les Argentins, non, mais quand on aime un club, en fait, c'est un sentiment, ça s'explique pas, en fait. C'est vraiment quelque chose de très émotionnel. Et c'est quelque chose que je trouve complètement différent par rapport à ce qu'on peut voir en France. C'est-à-dire que là-bas, tout est dans l'émotion, tout est dans le sentiment et puis presque dans la poésie, on pourrait dire. Philippe Bilger, Alexandre, 30 secondes. Est-ce que il y a probablement dans ces pays-là et en Argentine un rapport au foot de la part du citoyen qui est radicalement différent de celui que le Français entretient avec le football, non ? Tout à fait, mais vous savez, on pourrait en discuter pendant des heures, mais il y a des faits historiques, en fait. C'est que des villes comme Buenos Aires, qui sont des villes où il y a eu beaucoup d'immigrés italiens, espagnols, les quartiers ont construit leur identité autour des équipes de football. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans leur histoire et ancré dans la société. Et donc c'est vraiment le football, c'est quelque chose d'à part. C'est-à-dire que c'est pas une question de classe. Tout le monde aime le football. Tout le monde a un club qu'il supporte et en est fier. Et il y a même beaucoup d'histoires où les premiers rencarts, par exemple, se font au stade. Où voilà, c'est vraiment un lieu de sociabilité aussi et bourré d'émotions, quoi. Et là, d'ailleurs, la Boca, Boca Juniors, oui. Et la Boca, ce quartier splendide d'ailleurs, extrêmement populaire en Argentine, coloré de toutes parts, c'est bien ce quartier qui a commencé à accueillir tous ces émigrés du monde entier. C'est bien pour ça que ça s'appelle aussi la Boca, puisqu'il y a le port qui rentre là et tout ça. On le retrouve bien sûr au stade. Alors que River, c'est le club des riches, los millonarios, comme on les appelle, les millionnaires. Merci beaucoup Alexandre Julliard, auteur de Doc sur le sport, ancien correspondant de l'équipe en Amérique latine. C'est Noël dans 23 jours. Et il y a 2 très beaux livres qui peuvent aller sous le sapin. Maradona, publié chez Hugo et compagnie, et l'insubmersible Messi. Merci Frédéric Joux, merci Antoine Mazère, merci Philippe Bilger, merci Yannick de Toulouse, merci Laurent de Noisy-le-Sec. Tout de suite, allez la France. Allez les Bleus, bien sûr. Et on a remercié Yannick et Forza Tolosa. De suite, vous allez retrouver Cécile de Ménibus et ses invités pour les vraies voix qui font rouler la France. On se retrouve demain après-midi, 17h, pour les vraies voix de Sud Radio.